Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bon, cette semaine, j'ai pas eu le temps de préparer ma publication, donc ça sera du tout mâché, tout cuit. Mais j'ai pensé à vous quand même, j'ai pensé à vous faire découvrir ce que c'est que l'hospitalisme dont l'instigateur est René Spitz. Voilà, si je prononce bien, hein, il me semble René Spitz. Voilà, vous allez découvrir ce que c'est. Comme ça, vous n'allez pas mourir bête. Donc, restez scotchés, restez connectés. Vous aurez appris quelque chose et puis vous pourrez vous la jouer lors de conversations. Vous savez ce que c'est que l'hospitalisme? Hein? Pardon, qu'est-ce que tu dis? Voilà, un truc dans le genre, quoi. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un peu plus de connaissances. Bien sûr, hein, vous l'avez de par chez vous, mais bon, faut bien que je me lance des fleurs, quoi. Faut bien que je sois l'instigatrice de votre connaissance. Non, je rigole. Ouh là là, mon Dieu. N'allons pas provoquer un tollé. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis bon visionnage et je vous dis à bientôt, les amis. Bye bye. Période. Ce syndrome était très fréquent dans les pouponnières de la France d'après-guerre. La solitude rendait les jeunes enfants malades, ils dépérissaient peu à peu, aussi bien physiquement que psychiquement. L'enfant en carence affective passe par différentes étapes. Le premier mois de séparation, il va pleurer, crier, il va chercher le contact. Le deuxième mois, il dort mal, il perd du poids, sa croissance est ralentie. Et le troisième mois, il semble détaché, indifférent et ne témoigne plus aucun intérêt ni pour les personnes ni pour le monde extérieur. Alors à l'époque, la psychologie des enfants n'était franchement pas d'actualité. On pensait que le comportement de ces enfants était dû à leur hérédité, parents alcooliques, syphilitiques, ou pourquoi pas attardés de génération en génération. Ces explications ont été balayées par la découverte de l'hospitalisme, que l'on doit notamment à un psychanalyste d'origine hongroise. Retour sur ce syndrome avec Claire Perdry et Maxime Soulard. Au début des années 90, le monde entier découvrait avec effroi les orphelinats roumains. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. Alors, les symptômes les plus évidents, c'est le vide. C'est le vide, c'est la tristesse, c'est l'abattement. C'est quelque chose d'absent. La deuxième chose qui frappe, c'est ça, c'est une sorte d'activité répétitive, c'est se bercer soi-même. On n'a pas de stimulation, donc on cherche à s'auto-stimuler. Et c'est ces enfants qui se balancent interminablement, ou qui sucent leur pouce avec le regard perdu, ou qui se tirent les cheveux, ou qui même se tapent. Et c'est absolument désolant à voir. Vous voyez un enfant tout seul, un enfant absolument privé du nécessaire psychiquement vital. C'est au début des années 30, en filmant des enfants séparés brusquement de leur mère délinquante et placés dans la pouponnière d'une prison, qu'un psychanalyste d'origine hongroise, René Spitz, identifie le premier ce syndrome. Là où Spitz a été révolutionnaire, c'est d'abord d'utiliser le cinéma, regarder, d'observer, de ne pas interpréter les choses comme le faisaient ses collègues en disant voilà, cet enfant est triste parce que il envie la grossesse de sa mère ou il est dans tel ou tel conflit. Il a dit mais regardons ce que nous avons sous les yeux. Cet enfant a une maladie et cette maladie, c'est la maladie de la séparation. C'est ce que dit Spitz en toutes lettres. En France, dès les années 40, des psychanalystes et des pédiatres s'intéressent à leur tour à ces enfants malades de séparation et pointent les carences des institutions. Que ce soit Jenny Aubry, mais que ce soit Myriam David, Geneviève Appel ou d'autres pionnières, ce sont elles qui ont dit voilà ce que ça donne ces effets-là. Voilà ce que c'est une pouponnière. Et voilà ce qui se passe chez ces bébés quand on les laisse seuls avec des gens qui s'en occupent de façon un peu automatique, sans un lien privilégié d'attachement. Une des choses par exemple, c'est les enfants qui ont le syndrome du train d'atterrissage, qui montent les jambes au lieu de les poser. Ça, c'était quelque chose qu'on observait dans les pouponnières, ce genre de choses. Donc des retards psychomoteurs, des choses importantes, parce qu'au fond, l'enfant n'a pas été accompagné dans une démarche d'exploration, n'a pas été soutenu. Et pour faire ça, il faut être soutenu dans une relation.
Problèmes de croissance, retards intellectuels parfois irréversibles, les conséquences dramatiques de l'hospitalisme vont provoquer un changement radical dans la pratique de la pédiatrie. Elle prendra désormais en compte la psychologie du bébé et son besoin vital d'affection. Alors après, les psychologues, les scientifiques ont étudié ce syndrome. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont découvert que l'hospitalisme était réversible. Quand l'enfant retrouve une stabilité affective, il va mieux. Mais il faut ajouter tout de même un bémol. Tout dépend de l'âge du bébé. Des périodes sont très sensibles pour le bon développement de l'enfant. Les séparations pendant les 3 premières années sont les plus graves, et particulièrement entre le 6e et le 15e mois de l'enfant. Des radiologues américains ont récemment étudié le cerveau d'enfants roumains âgés de 9 ans. Ces petits n'avaient connu que l'orphelinat avant d'être adoptés à l'âge de 3 ans. Leur cerveau présentait des années après des séquelles irréversibles. Les zones cérébrales impliquées dans les émotions étaient moins développées que celles des autres enfants. Même si on peut toujours émettre des réserves sur l'histoire du quotient intellectuel, l'étude indique quand même que le QI de ces enfants se situait autour de 80, c'est-à-dire bien en dessous de la moyenne. Et s'il fallait une preuve scientifique des conséquences néfastes de la carence affective, elle est établie. Aujourd'hui, les professionnels en contact avec des enfants sont très vigilants. Claire Perdry et Maxime Soulard l'ont constaté en se rendant dans une pouponnière en région parisienne. Là-bas, des enfants de 0 à 3 ans sont placés sur décision judiciaire. Pour garantir l'anonymat, vous comprendrez bien que les prénoms de ces enfants ont été changés. Regardez. Quand ils arrivent à la pouponnière, ils n'ont que quelques semaines ou quelques mois et un passé déjà très lourd. Ça y est, t'es réveillée? Oui, tu as bien dormi? Séparés de parents parfois maltraitants ou simplement dépassés, ils vont devoir se reconstruire loin d'eux. Paul vient d'avoir 1 an. Récemment encore, il présentait les signes inquiétants d'une carence affective et se balançait inlassablement dans son lit. Il a quoi ce yaourt? On dirait que ça sent le citron. C'est un enfant qui manifeste certaines angoisses selon les situations qu'il peut vivre. Et puis, c'est un enfant qui est surprenant, quoi. Il a beaucoup évolué en peu de temps. C'est aussi le fait de lui avoir apporté les soins que nous lui avons donnés qui a fait qu'il a pu petit à petit se construire et puis prendre confiance en lui. Hein. Voilà. Pour la plupart des soins, c'est Martine qui va s'occuper de Paul, car pour ces enfants fragiles, passer de bras en bras est un nouveau traumatisme. Présente dans un coin de la pièce, la psychologue note l'évolution de leur rapport. Ce sont des enfants qui ont mis en place des mécanismes de défense, on va dire, des comportements évitants. C'est-à-dire qu'ils vont se protéger de la relation parce que la relation peut être extrêmement angoissante, parce qu'ils ont déjà vécu des ruptures, des discontinuités qui les ont échaudés, et il faut toute la patience et toute la ténacité des auxiliaires et toute l'attention qu'elles peuvent avoir pour que petit à petit l'enfant accepte de se laisser approcher et accepte de faire confiance. Rien n'est laissé au hasard pour repérer les éventuels signaux de détresse des petits pensionnaires. Et dans sa manière de boire, est-ce qu'il arrive encore à se jeter en arrière, à sursauter comme il faisait? À la fois il voulait boire, puis à un moment donné il rejetait le biberon. Est-ce que c'est encore des signaux qui perdurent, ça? De moins en moins. On a tout observé qu'il arrive il est beaucoup plus calme. D'ailleurs, en rapport avec ses balancements, il y a aussi le fait que son eczéma a quand même régressé. Il a une peau beaucoup plus belle parce qu'il réagissait beaucoup aussi quand en somatisant. Toute son histoire à la pouponnière, qui peut durer de quelques mois à 2 ans, est consignée dans un cahier que l'enfant emportera avec lui pour que cette période ne soit jamais un vide ou un tabou. On a des photos également des parents pour que plus tard cet enfant sache que pendant tout son séjour à la pouponnière, ses parents sont restés présents, qu'ils n'ont pas pu s'en occuper au quotidien pour différentes raisons, mais que bien qu'il ait été séparé de ses parents, eux sont restés présents dans sa vie tout au long de son séjour. Les visites des parents sont encouragées et même si plus de la moitié des enfants seront placés en famille d'accueil et ne retourneront pas chez eux, le lien n'aura jamais vraiment été coupé. T'as mis le beau pyjama et le beau body de maman? Ouais. C'est les vêtements que ta maman a portés pour toi? Oui. Martine ne remplacera jamais la maman des enfants dont elle s'occupe, mais elle sera la figure d'attachement dont ils ont besoin pour grandir sans être malades de la séparation, victimes du syndrome d'hospitalisme.
Alors aujourd'hui, on sait qu'il est indispensable d'expliquer à un enfant les raisons et la durée d'une séparation, et ce même à un nouveau-né. Et heureusement, l'hospitalisme se fait plus rare. Et c'est parce que les structures médicales ou sociales prennent en compte l'importance de l'attachement, notamment dans la relation mère-enfant, et font tout pour amoindrir le sentiment de manque ou d'abandon.